Nouvelle-Calédonie, actualité. Avant de développer ces titres, le collectif des habitants de Ducos manifeste de nouveau contre le projet d'installation de l'incinération à Ducos. Cette fois, le collectif s'est installé au 4e kilomètre. Pour rappel, il dénonce la pollution que pourrait causer le futur incinérateur de déchets. On écoute donc le responsable du collectif. J'espère ne pas me tromper. Jusqu'à aujourd'hui, on a dû avoir 3 ou 4 réunions. La 4e réunion, on est parti pour leur dire que nous ne voulons plus assister à leurs explications techniques parce que ça ne nous intéresse pas. C'est tout un monde, on ne comprend pas. Ce n'est pas de notre ressort. Nous, on n'est pas des scientifiques ni des techniciens. À Ducos, la presqu'île de Ducos, il y a une grosse concentration de population. On doit être 9 000 à 12 000 personnes qui vivent là-bas. Il y a des écoles, il y a un collège, il y a des structures qui reçoivent du monde. Et je voudrais juste, entre parenthèses, interpeller nos élus politiques. Hier, vous êtes venus nous chercher. On a voté pour vous. On vous a mis en haut. Votre devoir, c'est avant tout de s'occuper des citoyens calédoniens. Là, vous nous montrez encore une fois que vous méprisez les quartiers populaires. Voilà, c'était Matteo Celeone, membre du collectif au micro d'Audrey Poedi. Contacté, la province sud n'a pas souhaité s'exprimer. Et si une pollution devait être signalée, comment pourrait-on le savoir à présent, car Scalair a annoncé ce matin la fermeture de sa station à Lansvata. L'association, qui est le seul organisme agréé pour la surveillance de la qualité de l'air, fait face depuis plusieurs années à une baisse drastique de ses subventions. Le budget 2022 adopté au Congrès ne fait pas exception. On écoute la directrice Alexandra Malavala-Cheval. Et donc on ne peut pas mettre en place convenablement la réglementation sur l'air qui a été mise en application en 2021 avec une adoption d'arrêté. Voilà, on devait cette année aller sur des zones qui n'étaient non surveillées, notamment la zone pertinente du Grand Nouméa. Aujourd'hui, on n'a aucune donnée sur Dimbéa, Mont-d'Or ou Païta. Donc aujourd'hui, il faut travailler sur des nouvelles sources de financement, comme par exemple un suivi sur le benzène, qui est un polluant qui est émis par les carburants. On pourrait aller chercher à la source les importateurs de carburant, l'automobile, pour pouvoir financer en fait ces mesures. Voilà, c'était Alexandra Malaval-Cheval, directrice de Scalair au micro d'Océane d'Acunha. Et pendant que certains organismes font face à des baisses de subventions, le prix du carburant et du gaz augmente. Vous l'avez certainement aperçu aujourd'hui, le litre de gasoil augmente de 7,3 francs, passant de 138,9 francs à 146,2 francs. Le litre d'essence à la pompe augmente de 8 francs, passant de 159 à 167,3. Augmentation aussi pour la bouteille de gaz classique, donc la T13. Celle-ci passe de 3 581 à 3 762, soit une augmentation de 181 francs. Et la T39, quant à elle, coûtera désormais 11 738 francs au lieu de 11 071 francs, soit une augmentation de 567 francs. Et suite à l'appel de la grève générale dans le secteur privé de l'USTKE, près de 300 personnes se sont mobilisées devant les locaux du MEDEF à Nouméa avec ceux de la CGPME et de la FINC à Ducos. Une journée de mobilisation pour exiger une meilleure revalorisation des salaires et exprimer leur désaccord avec les négociations annuelles obligatoires. On écoute Thierry Lebert, 3e vice-président de l'USTKE, au micro de Michel Pimbé. C'est un mouvement, c'est un avertissement, je crois, que c'est un avertissement auprès des fédérations patronales que on n'est pas du tout satisfait et que s'ils persistent dans cette position-là, nous, on va aussi persister dans nos mouvements pour leur faire comprendre que voilà, il faut donner un peu aux travailleurs.
c'est qu'aujourd'hui, je vous dis, on est à des 0,2, des 0,3, des sommes qui tournent entre 300 francs par mois en plus. Bon, ben voilà, vous avez le droit à 3 baguettes de pain en plus par mois, quoi. Donc il faut arrêter de se moquer du monde. Voilà, des rencontres ont eu lieu ce matin et cet après-midi, mais nous n'avons pas d'informations pour l'heure sur ces réunions. Politique, les militants de l'Union calédonienne se sont retrouvés aujourd'hui à la tribune de Boyenne à Vaud pour le congrès du parti. Lors de son discours, le président Daniel Goa a confirmé encore une fois que le parti ne négociera pas un référendum de projet. Le temps est donné pour ces 3 jours de rencontre. On écoute un extrait de cette allocution grâce à la caméra d'Océane Zobler. Le Premier ministre français des Outre-mer nous propose de négocier un référendum de projet pour juin 2023. Nous ne négocierons rien. Nous nous contenterons d'entendre les explications de l'État sur cet échec et nous discuterons pour savoir ce qu'il compte faire pour se sortir de cette impasse politique. L'Union calédonienne n'a rien à négocier, si ce n'est que écouter et discuter du processus d'émancipation. Il conduira irréversiblement vers notre souveraineté. Le temps est venu de passer aux actes. Qu'en est-il aujourd'hui, au contraire de la France, en renonçant volontairement à son devoir de neutralité, s'est invité dans un débat et s'implique pour maintenir et renforcer ce lien colonial qu'elle ne peut se résoudre à rompre. L'épisode du début de semaine au Congrès nous montre combien nos adversaires politiques ne sont pas prêts à l'exercice de la démocratie. Voilà, le 52e congrès de l'Union calédonienne s'achèvera dimanche. Éducation à présent, cette agression d'abord à l'école de la tribu de Wakoné à Marais, établissement de l'Alliance scolaire de l'Église évangélique. Selon l'organisme, dans un communiqué, un individu isolé a agressé le président du conseil d'administration de l'ASE. L'incident est survenu hier lors d'une rencontre avec le bureau des parents d'élèves. Les parents de l'école ne sont pas concernés ni son personnel. La direction donc de l'ASE, je cite, condamne toute forme de violence. Impliquer les parents d'élèves dans la scolarité de leurs enfants, c'est tout l'objet de l'élection des parents d'élèves pour siéger au conseil d'administration de l'établissement. Cet après-midi, nous avons assisté aux dernières heures d'élection au collège de Rivière-Salée. Immersion avec Audrey Poïdi. Cette maman est venue déposer son bulletin quelques minutes avant la clôture des élections lancées il y a quelques semaines. C'est bon. À voter. Ferdinand, un des surveillants de l'établissement, s'est également déplacé dans les classes pour recueillir les votes effectués par correspondance. Tout le monde a rendu, hein? Oui. Les parents d'élèves du collège de Rivière-Salée ont eu à choisir entre 2 listes pour désigner les 7 titulaires et suppléants qui siégeront au sein du conseil d'administration. Victor Tchouchoun fait partie des candidats. Pour ce père de famille, adjoint d'éducation dans un lycée et ancien personnel de l'établissement, la démarche s'est faite tout naturellement. J'ai fait 10 ans ici dans ce collège-là. Donc je connais bien ce collège-là, j'ai vécu ici. Maintenant j'habite dans le quartier. Et j'ai fait 10 ans, puis c'est vrai que c'est un quartier qui est assez populaire, comme j'expliquais tout à l'heure. Et les élèves, enfin les enfants, ils sont beaucoup plus de la classe populaire, donc on a besoin de les aider. Notamment les parents qui n'ont pas les moyens de payer les fournitures d'Internet, etc. Pour les aider à travailler pour que leurs enfants réussissent mieux dans leur parcours scolaire, quoi. Coraline est elle aussi candidate. Depuis que son enfant est en 6e, elle a toujours fait partie des parents qui ont siégé au sein du conseil d'administration. Moi, j'ai intégré les parents élus parce que j'avais besoin de savoir comment fonctionnait l'établissement à travers mes propres yeux, parce qu'on a souvent l'image que nos enfants nous ramènent à la maison.
Et c'est extrêmement intéressant de savoir comment la structure fonctionne au niveau administratif, pédagogique, quelles sont les actions qui sont menées. Parfois c'est très transparent et pour nous en tant que parents, quand on n'a pas toutes ces informations-là, et en fait c'est là qu'on se rend compte de tous les enjeux qu'il y a et pas forcément que les enjeux pédagogiques. Les élections pour désigner les parents d'élèves qui siégeront au sein des conseils d'administration ont lieu chaque année. Les parents sont des membres à part entière des commissions et possèdent une voix délibérative. Et pour en parler ce soir, Alexandre Bautru, principal du collège de Rivière-Salée. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce qu'il est important d'avoir des parents au sein du conseil d'administration d'un établissement comme celui de Rivière-Salée ? Alors c'est extrêmement important. D'abord c'est réglementaire. Il faut savoir que les parents comme les élèves sont des usagers du coup des établissements et qu'ils sont représentés à un tiers généralement du conseil d'administration. Donc ils ont une voix délibérative pour pouvoir prendre des décisions sur les grands enjeux de la vie de l'établissement. Alors c'est important qu'ils soient présents au conseil d'administration, mais j'allais dire c'est important qu'ils soient présents quotidiennement et qu'ils soient impliqués dans la vie du collège, pour qu'on puisse ensemble, j'allais dire, veiller aux conditions d'apprentissage des enfants, des élèves. Alors, il y a les conditions d'apprentissage, mais il existe également dans les établissements des bagarres, des violences au sein donc des écoles. Est-ce que l'implication donc des parents permet de résoudre certains conflits ? Alors, l'objectif, c'est d'éviter évidemment le plus possible qu'on puisse avoir dans les établissements des scènes de violence. Donc, les établissements s'inscrivent dans des démarches qui visent à améliorer le climat scolaire, à le rendre plus serein. Et dans les stratégies qu'on peut mettre en place pour justement améliorer ce climat scolaire, il s'agit d'impliquer les élèves et les parents pour que eux aussi, du coup, puissent faire des propositions, réfléchir avec nous sur ce qu'on peut mettre en place dans ce cadre-là. Après, quand hélas on a des conflits, on doit informer évidemment les parents, les élèves concernés, mais il reste préférable que l'établissement qui a une certaine neutralité dans ce type de situation, du coup, gère les conflits. Donc les parents sont associés pour que lorsqu'il y a eu des problèmes de comportement qui ont été posés par des élèves, qu'ils soient associés en termes de coéducation pour, j'allais dire, répondre aux difficultés que pourrait poser tel ou tel élève. Alors justement, est-ce que la présence au sein du conseil d'administration modifie le comportement des élèves ? Alors, je dirais que ça se joue pas tellement au niveau du conseil d'administration. En revanche, ça se joue dans les structures de fonctionnement de l'établissement au quotidien. Les élèves comme les parents, en fait, il est important de pouvoir les rencontrer, j'allais dire, de manière régulière lorsque les questions se posent. Plus il y aura des liens entre l'école et la famille, plus on aura un discours cohérent, plus on ira dans le même sens, plus on sera capable effectivement de transmettre les mêmes objectifs aux élèves, plus ils seront en situation de réussite. On le sait bien. Donc les parents font partie complète de la communauté éducative et ça ne s'exprime pas uniquement au niveau du conseil d'administration. Il faut savoir quand même que les parents qui sont élus au conseil d'administration sont aussi représentés dans un certain nombre de structures de la vie d'établissement. Une structure qu'on appelle le comité d'éducation à la santé et la citoyenneté, par exemple, qui vise justement à faire de la prévention auprès des élèves. Donc les parents sont associés, la commission d'hygiène et de sécurité, les conseils de discipline et d'éducation. Donc ils ont une voix importante, j'allais dire, dans ces différentes structures. Et on les intègre souvent dans les projets de l'établissement. Le plus possible. Alors après, il faut compter évidemment sur la disponibilité des gens, ce qui n'est pas forcément toujours simple, mais il y a des grands rendez-vous où les parents répondent présents. Je vais prendre l'exemple de ce qu'on a mis en place au collège depuis 2-3 ans maintenant, ce qu'on appelle des conseils de suivi de la scolarité, qui se réunissent à la fin de chaque trimestre. En fait, c'est un conseil de classe, mais dans lequel les élèves et les parents sont invités. On organise des choses de telle sorte qu'on puisse proposer à chaque élève et sa famille un entretien d'une dizaine de minutes, à l'occasion duquel on fait un bilan sur la situation scolaire de l'élève, le trimestre écoulé, et ensemble on réfléchit aux objectifs à atteindre pour le trimestre suivant et aux moyens de les atteindre. Alors, une dernière question rapidement. Donc du coup, à part le conseil d'administration, est-ce que les parents souvent s'impliquent ? Vous avez parlé tout à l'heure de suivi des élèves.
Alors, on a là aussi c'est variable évidemment d'une famille à l'autre. Certaines familles sont en difficulté aussi pour assurer un suivi éducatif de leurs enfants. Et on a avec les partenaires qui sont les nôtres un rôle à jouer aussi par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement à la parentalité, c'est-à-dire là aussi restaurer le dialogue entre la famille et l'élève, faire en sorte que les parents ont aussi confiance en eux. Il n'y a pas de manuel pour être parent, hein. C'est difficile, chacun fait de son mieux. Donc de notre part, il n'y a évidemment aucun jugement, mais par contre, l'expérience qu'on peut avoir, le regard extérieur que peuvent avoir d'autres partenaires, je pense à la maison de la famille par exemple, peut aider les parents parfois à dénouer quelques tensions et puis du coup à répondre aux difficultés que peuvent rencontrer leurs enfants. Alexandre Bautru, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Inauguration ce jeudi du local des femmes de l'association Viakenosha à la tribu de Rupime dans la vallée de Kwawa, un local financé en grande partie par la province Nord en partenariat avec la société de nickel et la mairie de Kwawa. Plusieurs associations de la commune étaient présentes. Vous verrez donc aujourd'hui des idées ont germé de cette rencontre. Un reportage de Vanessa Kédé. Voici à quoi ressemble ce local qui comporte une seule pièce équipée de 3 machines à coudre, offert par la province Nord et d'un grand espace extérieur. Ce local est le résultat d'un travail de longue haleine mené par l'association Viakenosha. L'un de ses principaux objectifs est de défendre les valeurs culturelles en milieu tribal et à destination des femmes. À peine inauguré, le local a déjà un planning chargé. Elle accueillera toutes les activités culturelles déjà dans un premier temps. Et ça peut être aussi les espaces de marché, hein, l'économie dont on parle. Et ici, dans cette vallée, nous, on a mis déjà en avant depuis plus de 6 ans l'économie solidaire. Voilà. Donc l'économie solidaire, c'est juste une économie qui, on va dire, qui reste en tribu d'abord, hein, et qui permet à chacun de trouver son revenu ici, à la base, à la maison avant tout, hein, à côté de la case. Les associations des femmes des autres tribus de la commune ont été invitées à y participer. Pour le président de l'association des femmes de la tribu de Mea, c'est l'occasion de porter leurs paroles et de défendre leurs intérêts pour qu'elles puissent, elles aussi, bénéficier d'un local ou autre. Ça me donne vraiment des idées. Après ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est bien d'avoir des genres de bâtiments comme ça là, pour peut-être faire des trucs, de dresser. Les femmes comptent travailler avec la jeunesse de la tribu dans ce local. Selon Suzanne, c'est une partie de la population qu'il ne faut pas négliger. Parce que je les vois là, graviter autour de nous, hein, et s'appliquer à fond. Donc ça me fait chaud au cœur parce que quand on parle de transmission aussi, c'est pas que la transmission de notre savoir-faire. Il y a une autre transmission aussi à faire avec tous nos enfants. Voilà, ça fait partie de l'éducation qu'on doit continuer de transmettre pour les préserver, pour les sauvegarder, surtout pour les protéger aussi. Voilà. Il faut savoir qu'en province Nord, c'est le premier local dédié aux femmes dans les tribus et géré par une association. Voilà, c'était un reportage de Vanessa Kédé à la tribu de Wenropimé dans la commune de Kwawa. La chasse à la roussette et au notou autorisée à partir de demain. Elle est autorisée uniquement les samedis et dimanches du mois d'avril. Le prélèvement est limité à 5 roussettes et 5 notous par jour. Il sera interdit de chasser la nuit, de dépasser les quotas journaliers et de transporter les animaux en dehors des jours de chasse. Si vous ne respectez pas ces règles, en province sud, l'amende pourrait atteindre plus de 7 millions et 4 ans de prison. En province Nord, une amende de plus d'1 million vous sera exigée, suivie d'une confiscation des moyens utilisés. Sur initiative du foyer wallisien et foutounien, les 5 districts des 2e ont collecté des fonds. Objectif, aider financièrement les îles Tonga pour rebâtir donc les maisons. Demain, les 5 districts rassembleront une cagnotte estimée à 2 millions de francs au foyer. On écoute Antonio Taoufifenoa, président du foyer wallisien et foutounien. C'est un esprit océanien, parce que ça fait partie de notre vie, la solidarité, l'entraide.
Et là, c'est des cousins, on peut dire des frères du Pacifique qui se trouvent dans un besoin vital parce qu'ils ont été touchés par un mini tsunami. C'est déjà, on a eu des échos parce que comme on a des contacts avec ceux qui sont sur Tonga, qui ont dit que pour l'instant, ils ont largement les aliments, tout ça, c'est ce qu'ils ont besoin, c'est de l'argent pour pouvoir reconstruire les foyers, leurs maisons. C'est pourquoi on a pensé, et c'est plus pratique d'envoyer l'argent directement sur Tonga, c'est à eux de voir sur place ce qu'ils ont vraiment besoin. En bref, comme hier, un sisme a été signalé à 10 km du sud-est des îles Loyauté. Celui-ci est de 6,8 sur l'échelle de Richter. Des mouvements anormaux du niveau de la mer pourraient être observés. Aucun risque de tsunami n'est avéré. La sécurité civile appelle toutefois donc la population à la prudence. Apprendre à connaître l'univers des mangroves tout en sensibilisant les élèves à l'éducation au développement durable, c'est tout l'objet de la collaboration entre la classe de 3e prépa métier du collège Champagnat et l'association SOS Mangrove. Cet après-midi, la dizaine de collégiens est allée sur le terrain pour agir à la préservation de cet écosystème sous l'œil des professeurs et des grands frères de l'association. Un reportage de Audrey Pouedi. Pourquoi on est aujourd'hui là à replanter des mangroves? Les palétuviers, c'est une nurserie pour les crabes, les poissons, tout ça. Pour que ça inspire du CO2 aussi. Puis pour expliquer l'érosion de la plage, que l'eau elle gratte, ça touche plein. Très bien, super. Après l'explication, place à la plantation des palétuviers ici à Tina. Les élèves suivent les membres de l'association SOS Mangrove NC qui leur expliquent comment procéder. Vous aviez déjà fait ça les garçons avant ? Si les élèves ont étudié en amont l'écosystème des mangroves, cette sortie est un élargissement de leur cours. Je les trouve différents de la classe. En fait, je sais qu'ils vont mieux retenir à l'extérieur quand ils manipulent, quand c'est du concret. Parce que je leur ai déjà posé des questions en classe et ils avaient des difficultés. Or que là, aujourd'hui, je leur pose des questions, ils arrivent clairement à me répondre sur ce qu'ils ont retenu. Du coup, en fait, moi ici, aujourd'hui, je travaille aussi sur certaines compétences, adopter un comportement éthique et responsable envers l'environnement. Et sérieusement, ils ont eu une bonne évaluation en fait. Pour l'association SOS Mangrove NC qui œuvre depuis 15 ans maintenant à la restauration et à la préservation des mangroves au pays, ce contact avec les jeunes est une opportunité. Puis bon, ce travail-là, maintenant, le but, c'est de le partager. C'est ça aussi, donc on s'est dit, on ne va pas le garder que pour nous. Mais bon, là, à partir déjà du collège, ça commence à aller. Et après, je vais jusqu'au master, donc BTS, Bac Pro, licence et master. Et donc, le but, c'est ça, j'essaie de partager le plus possible et puis expliquer pourquoi on fait ça. Bon, il y a le volet environnemental qu'on fait un maximum à 80-75%. Et puis, on a aussi le volet social de l'association. Parce que moi, tous les garçons qui sont là, c'est tous des garçons en difficulté, plus ou moins, qui sortent de la 400, Rasté, Prabaslé, bon, ils cherchent du boulot. Donc voilà, le but c'est ça, c'est aussi un petit peu de les remettre sur les rails avec ce travail-là. Bon. Au total, les élèves ont planté une centaine de palétuviers durant l'après-midi. Voilà, et attention si vous devez circuler ce vendredi et ce week-end, donc surtout dans le nord-ouest de Bourail à Koumak, une vigilance jaune, forte pluie et orage a été signalée par Météo France. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.